le planif. Ici, chaque dollar est une pièce de collection façonnée avec art et précision. Préparez-vous à pénétrer un univers où l'argent ne dort jamais. Il maîtrise l'art de transformer vos investissements en or. Le balado, le planif. Voici Fabien Major. Le balado, le planif, votre source d'informations privilégiée en finances personnelles et d'affaires. On parle placement, on parle assurance, protection, on va parler de la bourse, bien sûr, mais aussi de fiscalité et parfois de psychologie. Comme aujourd'hui, en ouverture, je veux vous parler de l'effet Dunning-Kruger. C'est quoi ce Dunning-Kruger? D'abord, ce sont deux chercheurs qui ont décrit, il y a quelques années déjà, un biais cognitif. Le biais cognitif de Dunning-Kruger, c'est de dire que les personnes les moins compétentes surestiment parfois fortement leur connaissance parce qu'ils ne savent pas ce qu'elles ignorent, ces personnes. Le beau-frère il est souvent dans cette catégorie. Et regardez, vous avez dans le bas les compétences, la confiance. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, on voit l'image. C'est que des personnes rapidement, avec très peu de compétences, sont en surconfiance et vont l'afficher partout. Il y a une auto-surévaluation et une sous-estimation des experts. Et ça frappe surtout les investisseurs débutants qui confondent quelques lectures, des podcasts, des bons coups isolés avec une réelle expertise. Et la confiance, ça augmente plus vite que la compétence. On devient convaincu d'avoir compris des secrets du marché bien avant de les avoir compris réellement. Et les gens qui sont victimes de ce biais prennent sans doute trop de risques. Ils sont ils interprètent la chance comme du talent et plus un message est catégorique, surveillé sur les réseaux sociaux. Quand les gens disent « oui, c'est évident, tout le monde sait ça », alors ça devrait, je pense, éveiller la méfiance. Mais en investissement, la vraie intelligence, ça commence souvent par une humilité très simple. L'humilité, là, c'est reconnaître ses limites, c'est structurer son approche et c'est se méfier des certitudes. Le balado, le planif. Il a peu besoin de présentation. Richard Martineau, animateur du Retour à Cube et aussi dans le Journal de Montréal, chroniqueur. Depuis combien de temps maintenant? Oh mon Dieu, je sais pas. J'ai aucune idée. Je compte pas. Non? Non. Au moins une dizaine d'années. Tout ce que je peux dire, c'est mon âge, 64, mais c'est tout. À peu près une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années. Hey, ça me fait plaisir, Richard, d'accepter l'invitation au balado Le Planif. On se connaît depuis quelques années. Oui. Et puis, tu as fait des papiers de planification financière. Tu as beau dire, les finances, ça m'intéresse pas tant que ça, mais... La ministre des Finances dans mon couple, comme plusieurs Québécois, c'est ma blonde. Okay. C'est vraiment elle. Elle a une tête pour les finances, elle comprend ça, elle adore ça. Mm-hmm. Elle regarde la bourse tous les jours et tout ça. Moi, je sais pas la différence entre un CELI et un REER. Ouais. T'aimes autant la bourse que les sports? Oui, exactement. OK. Mais quand même, il y a des choses qui te touchent et qui même viennent te chercher dans la planification financière, notamment le testament. Puis dans une famille reconstituée, c'est presque une épreuve. Moi, ça a été très, très long avant que j'accepte de faire un testament. J'ai une relation très particulière à la mort. C'est quelque chose qui me fait énormément peur, la mienne, celle de mes proches et tout. Donc, dans toute ma grande intelligence, je me suis dit, si je fais pas de testament, la mort va oublier que j'existe. Je fais comme j'étais superstitieux. Je vais faire un testament, c'est sûr que je vais mourir dans la prochaine année. Complètement ridicule. Et là, à un moment donné, ma blonde m'a dit, écoute, c'est parce que là, tu as 2 enfants avec une autre conjointe, tu as un enfant avec moi, il faut que tu mettes de l'ordre dans tes papiers si tu veux pas permets-moi de t'interrompre. Tu as 2 enfants avec une ancienne conjointe? Oui, parce que tu as dit une autre conjointe, je me suis dit... une ancienne conjointe. Oui. Et il fallait absolument pas que je leur laisse ce problème-là, ces embarras-là. Donc, OK, je suis allé voir finalement un notaire pour faire un testament et ça a été un exercice assez particulier, tu sais. Oui, c'est un peu douloureux aussi, on s'en plonge très dans douloureux, puis tu te demandes, mettons, si jamais tu meurs, mais il y a un de tes enfants qui meurt avant toi, ou si tu as 2 de tes enfants qui meurent avant toi, à qui tu laisses l'argent, etc. Tu sais, là, il faut que tu envisages
la mort de tous tes proches, quasiment quand tu fais un testament, ça a été extrêmement dur pour moi. Oui, mais je pense que ce qui est difficile aussi, c'est penser à un liquidateur ou liquidatrice que c'est pas un cadeau. Ben, c'est pas un cadeau, oui, parce que moi, j'aimerais pas ça, me retrouver être liquidateur de quelqu'un. C'est énormément de job. Il faut que tu aies confiance en cette personne-là. J'ai pris un ami très, très cher, qui est mon plus vieil ami que je connais depuis, mon Dieu, près de 40 ans. Là. Quelqu'un qui me connaît bien comme liquidateur. Mais et je me suis dit, effectivement, il faut que je pense à l'avenir. Parce que moi, je suis beaucoup dans l'instant présent. Là. Ouais. À cause de ma job, j'ai commencé mes premiers textes publiés dans un journal, j'avais 18 ans. Donc, ça fait 46 ans que je fais ça. Et depuis 46 ans, je ne sais jamais de quoi l'avenir est fait. Je peux pas prévoir plus d'1 an à l'avance. Je sais que si j'ai une job pour 1 an, mais l'année prochaine, j'ai aucune idée si j'ai une job. Donc, c'est très difficile pour moi de me projeter dans l'avenir, penser à ma retraite et tout ça. Je sais même pas ce qui va arriver dans 6 mois. Là, je suis dans les médias, à la radio, mais les médias, on s'entend que c'est pas le secteur le plus porteur de l'économie. Ouais. Est-ce que ça va fermer dans 6 mois? J'ai aucune idée. Est-ce que je vais encore être là? Donc, par habitude, j'ai développé le réflexe de penser vraiment là, à court terme, voilà, et pas à long terme. Mais la retraite, faut que tu y penses quand même, parce que la retraite, comme auteur, comme animateur, chroniqueur, ça se fait des fois à un âge très avancé. Oui, mais c'est pas toi qui décides, c'est ça l'affaire. Là, c'est comme c'est le public en fait qui décide. Là, je suis tanné de lui, je veux plus l'entendre, etc. Tes codes d'écoute tombent, les gens lisent plus ta chronique et tout ça. Et là, soudainement, on te montre gentiment à la porte en disant t'es plus la saveur du mois. Donc c'est pas vraiment toi là encore. Là, t'es très. Je travaille autonome dans les médias. T'es très dépendant du désir des autres, les désirs de tes boss de t'avoir ou le désir du public de te lire. Donc, à la limite, même là, t'es pas maître de ton avenir. Donc, tu sais pas quand tu vas prendre ta retraite. Mais est-ce que tu projettes ta retraite quand même? Je sais pas, en disant, là, t'as 64, t'as mentionné, jusqu'à 70 ans, jusqu'à 75 ans. Puis, il y a des artistes qu'on a vus, je pense à Mme Suto ou même Denise Bombardier. C'est des carrières qui ont duré très longtemps, mais en même temps, elles semblaient avoir une certaine liberté de mouvement à travers tout ça. Puis en même temps, des fois, c'est des carrières, puis là, je parle de personnes en particulier, mais qui durent trop longtemps. Ah oui? C'est Charles de Gaulle qui disait « Vaut mieux partir 10 ans trop tôt qu'une minute trop tard. » C'est ça que j'adore, cette phrase-là. Faut que tu saches aussi quand partir. L'actualité évolue d'une façon très rapide. Et à un moment donné, quand tu vieillis, veux pas, tu es en décalage un peu avec ton époque, puis il faut que tu saches, là, est-ce que je suis encore synchrone, est-ce que je suis encore pertinent dans mes propos, ou je suis vraiment en décalage, puis il est temps que je parte et que je fasse autre chose. OK. Et ça, l'as-tu déjà senti dans les dernières années, que tu étais en décalage? Écoute, tu sais, quand j'étais jeune, très jeune, puis je commençais, j'étais au journal Voir, et je donnais des coups de pied en disant, il faut que la vieille génération se tasse pour que laisser la place aux jeunes. Je fais partie maintenant de la vieille génération. Il y a des gens qui disent « T'en pas mon oncle », tu sais. Donc, la roue tourne, on verra. Mais, écoute, tu peux avoir un blog, tu peux écrire des livres. Ma blonde a eu une idée fantastique. On avait un condo qui était absolument magnifique. Là. Tu sais, les gens entraient chez nous et disaient « Wow, c'est vraiment bien. Et elle a dit « On va le vendre. » J'ai dit « T'es-tu folle? Je l'adore. Si je veux mourir, je veux rester jusqu'à la fin de ma vie. » Elle a dit « Non, on va le vendre. Puis l'argent qu'on va se faire avec la vente, on va mettre ça, on va placer notre argent. Et ça va être notre retraite. Ça va nous permettre de payer un loyer à un moment donné quand on va être plus vieux, puis on va pouvoir faire ce qu'on veut. Tu sais, de nous acheter une certaine liberté. J'aurais pas eu ce réflexe-là. Mais quels sont justement les arguments qui t'ont convaincu de ce côté-là? Parce que c'est quand même une grande décision, d'autant plus que tu t'y plaisais. Ah oui, moi, je voulais pas partir de là. Et à un moment donné, elle est arrivée avec les chiffres, blablabla, puis tu sais, voici. Puis si jamais on n'a plus de job,
on va quand même pouvoir se payer un loyer. Et on n'aura pas à penser à ça. Et puis là, je me suis dit, c'est vrai que ça a vraiment énormément d'allure. Puis tu sais, à un moment donné, t'as beau vivre un peu, tu sais, je suis un peu dans le wishful thinking, moi, là. Je suis un petit peu... Puis à un moment donné, tu sais, la réalité frappe à ta porte. Puis tu sais, le cancer aussi, j'ai eu un cancer de la prostate. On l'a diagnostiqué juste à temps, là, et j'étais extrêmement chanceux, mais j'ai senti sur mon cou le souffle de ma finitude, là, littéralement. Et là, ça te fait changer les affaires en disant, OK, là, il faut que je pense. Est-ce que tu as eu des inquiétudes financières, en plus d'avoir des inquiétudes liées à la santé ou à la fin de vie? Non, heureusement, parce que ça n'a pas été... tu sais, ils m'ont enlevé ma prostate, puis c'est tout. Mais tu sais, on a vu récemment dans les médias des gens qui ont eu des longs cancers, de longues maladies, et c'était extrêmement difficile financièrement. Tu sais. Ça coûte cher être malade, là, où tu peux pas travailler. Il faut avoir les moyens d'être malade. Ben, tu sais, je travailleur autonome, moi, tu sais. Si demain, j'ai la grippe puis je peux pas animer mon show, ben, je suis pas payé. OK. Tu sais, je suis pas payé. J'ai pas de journée de maladie. Là, tu sais, les gens qui travaillent pour une entreprise ont des journées de maladie. Moi, demain, moi, je suis payé au show que j'anime. Si demain, je peux pas animer, ben, tu sais, les 2 mois et demi, les 2 mois que j'ai pris... pour me mettre sur pied suite à mon cancer, ben je l'ai pris, c'était 2 mois que je me suis payé moi-même. Je n'étais pas payé. Là. OK. Donc, c'est quand même quelque chose. Certain que quand tu es travailleur autonome, il faut que tu planifies. Oui. Là tu te sens obligé de planifier? Ben là, je suis avec Sophie, on a un excellent planificateur. Conseiller financier. et ça rassure, là, oui. Ouais. Oui, ça rassure de savoir que... Prendre la mesure. Oui, puis c'est ça. Puis d'avoir le temps plus tard, tu sais, de dire, bon, ben, on va aller habiter dans plus petit. Là, tu sais, là, on est locataire. On était propriétaire, on est locataire. On est dans un endroit qui est beaucoup plus petit que où on était avant. Déjà, tu penses un peu à l'avenir des choses. Et votre fils grandit aussi. Notre fils grandit, puis je me dis, bon, si à un moment donné, je ne travaille plus au jour le jour, ben j'ai assez d'argent pour payer mon loyer, donc je vais pouvoir travailler sur des projets personnels, on verra. Là. Alors, la planification... Je vais écrire mes mémoires que seule ma mère va lire. Oui, c'est tout. Mais alors, la planification, elle s'est imposée dans ta vie, mais c'est pas toi qui as couru après. Non, du tout. Et je le regrette. Je le regrette parce que, tu sais, j'ai eu des grosses années à un moment donné. Tu sais, quand je faisais les Francs-Tireurs, qui est une émission qui a duré 23 ans, c'est très rare dans le milieu de la télé, 23 ans, et j'écrivais et j'étais chroniqueur et tout ça, c'était des grosses années, là. Puis j'aurais peut-être dû économiser plus que je l'ai fait. Et comme beaucoup de travailleurs autonomes, tu sais, quand j'avais des bonnes années, plutôt que de dire, hey, il faut que j'en profite pour en mettre de côté, tu sais, c'est comme je faisais un voyage de plus, tu sais, puis j'en profitais, puis j'allais au restaurant 4 fois par semaine, etc. Mais tu sais, maintenant, revenir en arrière, le vieux Richard, s'il pouvait parler au jeune Richard, dirait, mets de l'argent de côté. OK. Vraiment, profite-en. Ou voyage différemment. Oui. Ou, tu n'es pas obligé d'aller au restaurant 4 jours semaine. Maintenant, j'y vais. Parce qu'en te lisant, en suivant tes parcours, que ce soit le Japon, mais beaucoup la France, les voyages font partie de tes postes budgétaires importants. Oui. Voyages et les livres. Mais ça nourrit aussi. Et les livres. Et j'ai déménagé dans le plus petit et j'ai dû louer un entrepôt où j'ai 160 boîtes de livres. Oh, wow. Dans un entrepôt. Et Sophie dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Chaque mois, tu payes un entrepôt. Est-ce que tu vas aller t'asseoir dans l'entrepôt pour lire tes livres? Elle dit, vends-les. Va à l'échange, vends-les. Donne-les à la Renaissance. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ouais, ou à la bibliothèque à la frontière des États-Unis. Oui, c'est ça. Mais c'est comme me couper un bras, là, tu sais. Fait que je paye un entrepôt pour des boîtes de livres que je suis même pas encore rentré dans l'entrepôt puis faire le ménage. C'est complètement ridicule. Là, Alors, les livres, les voyages, ben, c'est budgété. Ça fait partie de la planif. Oui, mais là, à un moment donné, il faut que tu vois la réalité puis que tu aies les yeux devant les trous puis que tu sois réaliste, là, tu sais. Je vais vieillir, à un moment donné, je travaillerai plus. À un moment donné, il faut que tu
pense à ça, ça s'en vient. Là, Ouais. Mais est-ce que tu sais, l'affaire, c'est que dans ma tête, j'ai encore 35 ans. C'est ça l'affaire. Là. J'en ai 64 et je te le dis, là, puis c'est surréaliste. Je me dis, ah non, je me sens encore bien, j'ai 30. Non, j'ai 64, il faut que je pense à l'avenir. Est-ce que tu as un chiffre en tête en disant, je vais travailler au moins jusqu'à cet âge-là, ou tu veux que ça fasse une coupure, puis je travaille plus? Fini l'écriture, fini la rédaction. Je sais pas. Je parle à Francis Gosselin, que tu connais bien. Ouais. Puis lui, il dit, j'adore travailler. J'adore, tu sais, les gens aiment ça partir en vacances. Il dit, moi, je travaillerai encore plus. J'adore mon travail. Puis des fois, je me dis, j'adore travailler, puis je veux travailler le plus longtemps possible. Puis des fois, je me dis, oh non, tu sais, je vais être bien quand je vais tout sacrer ça là, puis je vais avoir du temps pour moi. Donc, ça change selon mes humeurs. On doit changer d'idée. Mais tu sais... Maintenant, aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, même si tu n'es pas à l'emploi d'un journal ou d'un média traditionnel, tu peux développer ton propre média, écrire à ton rythme, faire ton podcast, trouver ton public à toi et tout ça, donc travailler de chez toi. Donc, maintenant, les travailleurs autonomes qui sont dans le milieu des médias ont des outils que je n'avais pas à l'époque qui peuvent te permettre justement de travailler plus à ton rythme chez vous. Tellement plus abordable. Il y a quelques années, juste un beau micro comme ça, c'était dans les 7 000 $. Puis aujourd'hui, à 200-300, ça sonne bien. Exactement. Mais il faut planifier pour l'avenir. C'est ce que je dirais. C'est ce que je dis à mes enfants. Puis ce que je dis aux jeunes aussi. Là, si vous avez des bonnes années, là, faites pas la cigale, faites la fourmi. Ouais. Mettez-en de côté. Tu me fais penser à quelque chose. Est-ce qu'en moyenne, tu crois avoir mis 10 % de côté de tous tes revenus? Ou moins que ça, ou plus? Ben, mettons, ça fait 23 ans que je suis avec Sophie, puis depuis 23 ans, oui, je mets beaucoup. Je mets de l'argent de côté, puis donc elle a contribué chaque année, comme coach. mon maximum de réel chaque année, puis tout ça, que je ne faisais pas avant. C'est comme là. Alors, le couple, au niveau financier, c'est devenu une troisième identité plus forte. Oui, moi, je suis ministre de la Culture, elle est ministre des Finances, c'est sûr et certain. Elle a, elle fait des transactions immobilières, elle achète des maisons, elle vend des maisons, etc. Elle adore faire ça. Donc, je me fie beaucoup sur elle. Tu lui diras qu'il faut compléter cette information-là, puisque là, j'en ai eu que la moitié de l'information et Sophie est la bienvenue au balado Le Planif. Ah oui, elle va t'en parler longuement. Merci. Le balado Le Planif. Dans l'angle mort, avec Isabelle Bérard. Ouais, je pense que c'est un danger quand on investit dans quelque chose qu'on aime et puis on y va, là. All in, comme on dit en bon québécois, là. On met tous ses œufs dans le même panier, que ce soit les crypto-monnaies et beaucoup l'immobilier. Isabelle, investir uniquement en immobilier, il y a un angle mort, il y a quelque chose là qu'on oublie, certains. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont cette croyance-là que l'immobilier, c'est l'investissement parfait, sans risque, qui ne fait que toujours augmenter, mais effectivement, de se concentrer uniquement sur les investissements immobiliers, ça peut effectivement devenir plus risqué. Et il y a différents risques. Oui. Il y a différents risques associés. Donc, le premier, c'est le risque de concentration. Donc, évidemment, si on est concentré, qu'on n'a que des investissements immobiliers, on n'a aucune diversification. Et l'immobilier, en plus, ça devient plus difficile aussi de se diversifier. Souvent, on va être sur un marché très régional ou très local. Donc, on va être entièrement dépendant de la demande et l'offre là, de ce marché-là, le prix des loyers dans ce marché-là. Et si le marché stagne ou si les loyers ne sont pas à la hauteur de nos attentes, puis on n'a aucun autre actif pour pallier à ça, ça peut devenir un risque. L'autre risque, c'est le risque de taux d'intérêt. Il y en a plusieurs propriétaires immobiliers qui l'ont vécu d'ailleurs dans les dernières années. Un immeuble qui est rentable à 2 % de taux d'intérêt sur le prêt hypothécaire peut devenir franchement déficitaire lorsque les taux d'intérêt augmentent à 4,5 ou 5 %. Donc, à chaque fois qu'on renégocie notre prêt hypothécaire, le risque du taux d'intérêt peut venir faire en sorte qu'on n'ait plus de flux monétaire positif, qu'on soit obligé d'injecter de l'argent de nos poches. Donc, en soi, là, ça peut être un risque.
L'autre angle mort, ce sont les coûts cachés de l'immobilier. Être propriétaire d'un bien immobilier va nécessiter d'autres dépenses ou d'autres investissements, que ce soit l'entretien, les réparations, les rénovations, les taxes foncières, les assurances, habitation, le déneigement. Donc, tout ça, ça s'additionne et ça vient aussi réduire la rentabilité de notre bien. On a aussi le risque d'illiquidité. Donc, tout notre argent est immobilisé dans de la brique, là, comme je dirais. Ce qui veut dire que si on a un imprévu, là, on a une bad luck, puis on aurait besoin d'avoir un 20-25 000 là, pour ça, si notre argent est dans la brique, c'est très difficile. On va être soit obligé de vendre l'immeuble dans sa totalité, ou refinancer ou aller chercher une marge de crédit. Et là, à ce moment-là, l'argent, on est obligé de payer de l'intérêt pour l'obtenir. Donc, ça aussi, là, ça devient un petit peu plus difficile. Il y a aussi le risque fiscal. Les gens oublient que l'immobilier, c'est pas toujours nécessairement avantageux au niveau fiscal. Donc, on a les revenus locatifs annuels viennent s'ajouter à nos revenus d'emploi, par exemple, et c'est imposable. Donc, il y en a qui se disent, pas de problème, moi, je vais déduire toutes mes dépenses, mais je vais aussi prendre une déduction pour amortissement sur la bâtisse. Ça va venir réduire mon fardeau fiscal. Je déclarerai à peu près pas de revenus imposables. Mais la déduction pour amortissement, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est qu'on doit la repayer au gouvernement le jour où on va vendre l'immeuble. Et le jour où on va vendre l'immeuble, si on a fait un gain en capital, le gain en capital est aussi imposable. Et là, les lois fiscales peuvent changer. On l'a presque vécu là, en 2025 où le gouvernement nous disait qu'il voulait peut-être changer le taux d'inclusion sur le gain en capital au-delà de 250 000. Les propriétaires immobiliers, il y en a qui ont eu très peur que cette loi-là entre en vigueur. Il y a aussi le risque opérationnel. Donc, la rentabilité de l'immeuble va dépendre de nous-mêmes, de l'entretien qu'on fait de l'immeuble, de notre saine gestion qu'on va faire de l'immeuble, des locataires, tout ça. Donc, du temps qu'on y consacre. Du temps qu'on y consacre. Un immeuble va conserver sa valeur si on s'en est bien occupé et si on a consacré le temps nécessaire. Il y a aussi le risque réglementaire. Donc, les règles peuvent changer, que ce soit au niveau des taxes municipales, des règles de zonage, les restrictions environnementales. Donc, l'immobilier va être très sensible à toutes les décisions politiques qui peuvent se prendre. C'est des choses sur lesquelles on n'a absolument aucun contrôle. Et l'immobilier connaît aussi des cycles. On a l'impression que les prix ne font qu'augmenter, mais l'immobilier a déjà connu des périodes de stagnation où les prix n'ont absolument pas bougé pendant de longues périodes. Pendant que l'inflation, elle, bougeait à la hausse, ça nous coûtait plus cher de toute façon. Ça continuait de nous coûter plus cher au niveau de nos dépenses, mais la valeur de l'immeuble, lui, stagnait, n'augmentait pas. Puis on a même connu des périodes où le marché a été même baissier. On a connu une baisse de la valeur de l'immobilier. Donc, il y a quand même les cycles qui ont lieu aussi dans le marché immobilier. Donc, le fait de concentrer notre richesse uniquement là, ça peut devenir un risque. C'est pas mauvais en soi d'investir en immobilier. C'est le fait de uniquement concentrer le tout dans l'immobilier. Ça nous met quand même à risque. Le balado, le planif. Le planif. C'est comme ça que ça se termine pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Pour vos suggestions d'invités, de thèmes et questions du beau-frère, vous m'écrivez à l'adresse suivante fm@fabienmajor.com. Mais si vous avez des besoins de production, de montage, de location, d'installation technique pour vos idées de podcast, vous écrivez à pub@cube.ca. Merci d'ailleurs pour le support à toute l'équipe technique. Le balado, le planif, est disponible en audio et vidéo sur l'application de Cube, mais aussi sur les grandes plateformes et sur YouTube. Le balado est disponible à la radio web et sur la chaîne télé Cube. Ici Fabien Major. À bientôt.